C'est sur cette séquence diplomatique très forte que nous arrêtons avec mes invités ce matin. Sur ce président Xi, un homme qu'on ne connaît pas si bien finalement. Alors qu'il est au pouvoir depuis plus de 10 ans en Chine, un homme qui veut être celui qui dit non. Non à Donald Trump, non à l'ordre mondial tel que le pensent les Occidentaux. Que veut-il alors, et pour son pays et pour la planète? Qu'y a-t-il dans la tête de Xi Jinping? Bonjour Jean-Philippe Béja. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Et bonjour Arnaud Vollerin. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste au service étranger de Libération en charge de l'Asie, ancien correspondant du quotidien dans la région et auteur, entre autres, de Taïwan, la présidente et la guerre, qui est sortie chez Novice en 2023. Merci à tous les deux de participer au premier volet de cette série baptisée Dans la tête d'eux et qui nous emmène donc aujourd'hui dans la tête de Xi Jinping, qui est, on le disait, dans une séquence diplomatico-militaro-politique très intense. Dimanche et lundi, on en a parlé, il y a eu ce sommet de Tianjin où il a réuni une vingtaine de dirigeants du monde entier. Demain, ce grand défilé militaire pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce mardi, cette bilatérale avec Vladimir Poutine. Que peut-il bien y avoir à l'heure où l'on se parle dans la tête de Xi Jinping, Jean-Philippe Béja, une forme de satisfaction ? Sans doute. Je veux dire, c'est une consécration. Ces 4 jours sont la consécration sur la scène internationale de Xi Jinping, qui lui a été, il faut bien le dire, largement facilité par Donald Trump. Parce que c'est ce qui a donné tout son éclat à cette semaine qui autrement serait passée peut-être pas inaperçue, mais en tout cas aurait été beaucoup moins importante. Qu'y a-t-il dans la tête de Xi Jinping ? Je vais vous le dire, ça va peut-être vous surprendre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on a 3 quarts d'heure pour le dire. Écoutez, on va essayer, mais ce sera difficile. Ce qui est certain, c'est que l'idée, la vieille idée de faire de la Chine, de refaire de la Chine un État puissant et prospère est au cœur de l'action de Xi Jinping. Mais là, j'allais dire, c'est pas très original. C'est le cas depuis Sun Yat-sen en 1911, et ça est toujours comme ça. Alors, pourquoi ? Que veut faire Xi Jinping ? Comment veut-il le faire ? Alors, il y avait plusieurs possibilités. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on se disait, finalement, il va relancer les réformes politiques, et peut-être se lancer vers la démocratisation de la Chine. Pourquoi ? Parce que son père, Xi Jinping, avait été réprimé par Mao dès 1962, alors que c'était un communiste historique. C'est lui qui avait accueilli Mao dans sa base de Yan'an en 1937. Donc, il avait été limogé par Mao. Et quand il est revenu au pouvoir avec Deng Xiaoping après la mort de Mao, il s'est positionné comme une personne libérale. Il a joué un rôle très important, par exemple, dans la création des zones économiques spéciales de Shenzhen, qui ont lancé la politique d'ouverture. On se disait donc, voilà, cet homme qui a... Alors, Xi Jinping lui-même, par exemple, a été, pendant la Révolution culturelle, il avait 15 ans, il est de 13 ans même d'ailleurs, il est né en 1953, et il a été persécuté par les gardes rouges. Pourquoi ? Parce que c'était un Gozai, c'est-à-dire un bâtard, un fils de chien. Son père était un contre-révolutionnaire, et lui-même était fils de contre-révolutionnaire. Il a donc été persécuté par les gardes rouges, il a été... on l'a mis dans des séances de critique publique, et ensuite il est parti à la campagne comme tout le monde, et au bout de quelques mois, il est rentré à Pékin clandestinement. Donc il a une espèce d'expérience directe de la forte répression du Parti communiste chinois. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Il repart, il est renvoyé à la campagne, et là, il va faire 10 demandes d'adhésion au Parti communiste. Et on pourrait dire que c'est à partir de ce moment-là que Xi Jinping décide de devenir quelqu'un de croire à ce système et d'utiliser ce système. Il surprend tout le monde quand il arrive en 2012 au pouvoir. Parce que on se dit, avec cet historique, avec cette biographie, évidemment, c'est quelqu'un qui va ouvrir le pays, qui va relancer les réformes politiques qui patinaient depuis évidemment le massacre de Tiananmen en 1989, et tout le monde a les yeux fixés sur lui. Et l'une de ses premières mesures, c'est d'abolir le Laojiao, la rééducation par le travail, l'une des principales formes de répression créée par Mao Zedong en 1958. Donc, ça y est, tout le monde est content, les libéraux sont contents, plus exactement, et se disent enfin, on repart sur la voie de la démocratisation. Et puis pas du tout.
Et on va continuer à essayer d'expliquer pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais avant de revenir sur ces 10 dernières années de Xi Jinping à la tête de la Chine et du Parti communiste de chinois, Arnaud Vollerin, quelques mots là de la séquence qu'on vient de vivre à Tianjin et celle qui va s'ouvrir demain avec ce défilé militaire. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Xi Jinping? C'était montrer que le centre de gravité du monde n'était pas celui érigé par Donald Trump et par les Occidentaux, et si c'est ça son ambition, est-ce qu'il y parvient? Il y parvient, oui, en tout cas symboliquement. La photo officielle quand même est parlante. Il y a du monde, il y a 26 chefs d'État ou de gouvernement qui sont présents à Tianjin. Il y en aura un membre de l'OTAN. Dont un membre de l'OTAN. Il y aura également Kim Jong-un en plus demain lors du défilé militaire. Donc il y a vraiment une démonstration de force, de l'influence diplomatique de la Chine qui est réelle et qui se met en place avec ce double rendez-vous. Donc il y a effectivement la volonté de poser la Chine comme un partenaire incontournable au centre de l'attention et de faire de la Chine le représentant, l'incarnation d'un nouvel ordre international, au moins économique, si ce n'est plus, voire politique, pour évidemment concurrencer et combattre l'hégémonisme américain. Il y a un mot qui revient souvent, je parle sous le contrôle de Jean-Philippe Béja, c'est le mot de lutte. Et il y a effectivement cette lutte contre les valeurs occidentales, contre la démocratie, cette lutte s'est intensifiée depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, et on a effectivement une Chine qui est de plus en plus véhémente et dans la volonté d'une affirmation de puissance, pas seulement économique. C'était le cas avec ses prédécesseurs, Hu Jintao, Jiang Zemin, qui ont ouvert la Chine, fait de la Chine l'usine du monde en quelque sorte. Quand Xi arrive au pouvoir, il y a une rupture qui s'installe, c'est la primauté du politique. La politique va l'emporter sur l'économique, avec une idéologie qui va se mettre au pouvoir et qui va effectivement guider toutes les actions de la Chine pour déborder de ses frontières et aller conquérir les mers et conquérir le leadership américain. Un Xi Jinping qui veut être celui, peut-être le seul, qui dit non, qui parvient à dire non à Donald Trump? Oui, surtout quelqu'un qui peut ignorer à la limite Donald Trump. C'est-à-dire que l'important, c'est toi, tu fais ce que tu veux. J'ai même pas besoin de dire non. Tu changes d'avis tous les 2 jours. Donc, c'est fini. Il y en a assez de cet hégémonisme occidental. Alors, c'est quoi l'Occident aujourd'hui? Je veux dire, pour moi, c'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est les États-Unis qui quand même parlent vraiment avec Moscou, et au fond, ils veulent parler très bientôt, en septembre, on aura un entretien Xi Jinping-Trump. Trump a encore reculé l'échéance des droits de douane vis-à-vis des produits chinois, alors qu'il les a imposés immédiatement à New Delhi. Donc, ce qui se passe, c'est que Xi Jinping, aujourd'hui, il y a les États-Unis, les Occidentaux font ce qu'ils veulent, surtout les États-Unis. Donc, évidemment, c'est largement dirigé contre eux, et on essaye de faire un front uni, c'est une vieille tactique du Parti communiste, un front uni avec toutes les forces qui sont gênées par le comportement occidental. Et dites-vous que c'est beaucoup. C'est énormément de pays qui sont scandalisés par la manière. Alors, qu'est-ce que fait Xi Jinping pour se montrer les véritables partisans, les véritables défenseurs de la Charte des Nations Unies issue de la victoire de 1945, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous sommes pour l'égalité entre les États. J'entendais encore son discours d'hier. Chaque pays a le droit à une voix, petit ou grand. Tout le monde peut parler d'une même voix. Ben voyons, bien sûr que non. Respect de la souveraineté de chacun, sauf dans son arrière-cour, et vous le savez mieux que moi. Avec Taïwan, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Jean-Philippe Béja. C'est vrai qu'il y a la volonté de Xi Jinping de se poser en chantre quasiment d'un nouvel internationalisme, d'être le représentant d'un monde multipolaire. Et de tendre la main aussi, de tendre la main aux pays émergents ou du Sud global, comme on dit aujourd'hui, de montrer effectivement que la Chine peut être un interlocuteur plus paisible, plus pacifié, plus stable, beaucoup plus stable que les États-Unis. Il y a aussi cette volonté-là de s'ériger effectivement comme un modèle de stabilité selon bien sûr le narratif chinois. Face à un président, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, face à un président Trump, effectivement, Xi Jinping serait l'homme de la stabilité? C'est vrai? L'homme de la stabilité, oui. Alors, l'homme de la stabilité, sur quelle valeur, c'est autre chose, mais un pôle de stabilité aujourd'hui, écoutez, c'est indéniable par rapport à ce qui se passe. Je veux dire, quelle est la situation entre la Russie et les États-Unis? Quelle est la situation entre les États-Unis et l'Europe? Trump ne cesse de taper sur ses alliés et de tendre la main
à ses adversaires, à ses ennemis. Il déroule le tapis rouge pour Poutine. Il parle de retourner parler avec Kim Jong-un et il cherche à discuter avec Xi Jinping bientôt. Donc dans ces conditions, celui qui est un havre de stabilité, c'est effectivement lui. Alors le Sud global, mais pas seulement le Sud global. D'ailleurs, bien sûr, représenter le Sud global, mais aussi d'autres pays. Il y aura Robert Fico, qui est le Premier ministre slovaque, qui sera demain à la parade militaire. Vous avez aussi des pays d'Asie du Sud-Est qui sont des alliés des États-Unis. Vous avez, par exemple, l'Indonésie. Alors les Philippines n'y sont pas, mais tous les autres pays de l'ASEAN qui sont plutôt proches des États-Unis seront à ce défilé militaire. Dans ces conditions, il faut bien voir qu'il est en train de chercher à faire un front uni le plus large possible sur des principes qui sont clairs. Alors, on n'arrête pas de parler de l'intangibilité des frontières. Là, c'est un peu gênant, parce qu'on a Poutine qui, en même temps, vient d'envahir l'Ukraine. Alors, la raison, c'est qu'il y avait un complot occidental. Ça, on peut... Xi Jinping dit, bon, il essaye de pas trop en parler. Ouais, c'est intéressant, le positionnement de la Chine vis-à-vis des deux grands conflits en ce moment dans le monde, que sont la guerre en Ukraine, provoquée par l'invasion russe, contrairement à ce qu'a dit Vladimir Poutine hier, d'ailleurs, depuis Tianjin, et puis la guerre à Gaza. La Chine se mouille assez peu, quand même. Oui, on a beaucoup parlé au départ de la guerre en Ukraine, en disant que, d'ailleurs, la Chine elle-même a mis sur la table un plan en 5 points pour tenter de se poser en puissance médiatrice de conciliation dans ce conflit-là. Et on s'est très vite rendu compte que c'était une neutralité qui était une neutralité pro-russe. Elle s'est alignée évidemment sur les positions russes, tout en refusant de condamner la guerre et de la soutenir, bien évidemment, à l'ONU, mais elle a néanmoins effectivement fourni un appui, alors pas en armes pour le moment, mais en tout cas en soutien logistique auprès à la Russie. Allez-y, oui. Non, d'ailleurs, on n'oublie pas que Kim Jong-un, qui apparemment vient d'arriver à Pékin dans son train blindé, est l'un de ceux qui soutient, pour le coup, concrètement sur le terrain, avec les armes, Vladimir Poutine. Ce qui ne plaît pas tellement à Xi Jinping. Pourquoi ? Parce que la Corée du Nord a toujours joué entre la Russie, autrefois l'Union soviétique, et la Chine. Là, le fait d'envoyer des soldats sur le front ukrainien, c'est quand même ça penche un peu vers la Russie. Donc, Xi Jinping, pour lui, c'est important de récupérer la Corée du Nord, d'autant plus qu'il y a des rapports aussi avec la Corée du Sud. Je veux dire, dans la situation régionale de l'Asie de l'Est, la Chine tient à avoir le monopole. Or, la Russie vient un peu piétiner ses plates-bandes. En même temps, il faut bien voir, on a vu le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai, la Chine piétine un peu les plates-bandes de la Russie en Asie centrale, avec sa route, ces nouvelles routes de la soie, que j'aime mieux appeler une ceinture, une route, parce que c'est ça le nom réel. Il y a une tentative de mettre les pays d'Asie centrale dans le giron chinois. Économiquement, il faut bien voir que la Russie est de plus en plus dépendante de la Chine et que l'Asie centrale aussi se tourne de plus en plus vers la Chine. Donc, Xi Jinping est dans une position de force. Donc l'amitié affichée avec Vladimir Poutine, il y a un dominant, un complètement dominé. Déséquilibré, effectivement. La Russie de Poutine est une puissance aujourd'hui faible. Et on peut même se tourner de l'autre côté, au sud, vers l'Inde, qui est aussi la grande surprise avec la venue du Premier ministre indien Narendra Modi en Chine. Il y a des relations très compliquées, on le sait. Relations très compliquées. On voit bien que il n'y a pas uniquement des retrouvailles sur l'amitié, etc. C'est aussi la manière pour la Chine de montrer qu'elle exerce une forme de sa soumission sur l'Inde. L'Inde a besoin de la Chine également. Donc c'est pas uniquement ce sommet de Tianjin de l'OCE, ce n'est pas uniquement un message envoyé aux États-Unis, c'est aussi un message envoyé au reste de la planète pour vous dire, regardez, la Chine est une plus grande puissance aujourd'hui. Elle est née, elle s'est levée avec Mao, elle s'est enrichie avec Deng Xiaoping. Et avec Xi, elle devient forte. Et c'est bien ce message qui est envoyé à l'ensemble de la planète, pas uniquement aux États-Unis. On n'oublie pas aussi qu'il y avait le président iranien, dont on connaît les difficultés sur les négociations sur le nucléaire. Oui, Jean-Philippe Bézin. Oui, et aussi le président par intérim birman. On a oublié le coup d'État en Birmanie. Tout le monde parlait d'Aung San Suu Kyi il y a encore 10 ans, puis maintenant, on n'y parle pas. Mais Min Aung Hlaing est aujourd'hui à Pékin, et sa position est extrêmement fragile. S'il n'y avait pas la Chine, il serait tombé depuis longtemps. Donc c'est quelque chose d'important. Juste un petit mot. Ce qu'on a, c'est remettez-vous dans la tactique du front uni. Au fond, vous avez ce que vous aurez demain, c'est la photo de ce qui serait le Parti communiste, l'organisme dirigeant. Vous avez donc Xi,
Poutine, Kim Jong-un, qui seront les trois devant ça, ce serait le Parti communiste. Et puis vous avez autour les forces alliées, c'est le Front uni. Donc on a, alors l'Iran aussi, on pourrait le mettre d'ailleurs avec le noyau dirigeant de ce groupe. Et puis vous avez tous les autres. Et cette tactique du Front uni, rappelons-le, elle a quand même réussi à mort. C'est comme ça qu'il a battu le Kuomintang. Et donc c'est une tactique qui a déjà fait ses preuves. Alors il faut voir effectivement, est-ce que c'est pour faire quoi? Parce que au fond, un nouvel ordre international, à la limite, pourquoi pas? Il y a beaucoup de problèmes dans l'ordre international aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie par exemple, quand on parle d'intangibilité des frontières. Pourquoi cette chose sur l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que en 1945, on a reconnu la souveraineté de la Chine sur Taïwan. C'est donc quelque chose d'important. En revanche, pour ce qui est de la souveraineté sur la mer de Chine du Sud, c'est beaucoup moins clair, mais la Chine, là, se comporte non pas du tout comme tous les pays sont égaux, etc., parce qu'il y a des revendications philippines, vietnamiennes, malaises, mais ça, la Chine n'en a rien à faire et emploie la force. D'autre part, vous avez donc cette espèce de monde qui est... Alors, il y a des intérêts communs. Il y a aujourd'hui des intérêts conjoncturels communs. C'est de résister à la pression alors non pas de l'Occident, mais des États-Unis. Mais est-ce qu'on est sur une logique de bloc, vraiment de bloc? Vous dites Front uni, on entend bloc. Hier, Xi Jinping a dit on n'est pas dans une logique de guerre froide. Dans quoi on est alors? C'est pas une bloc comme on l'a connu au temps de la guerre froide, effectivement, avec une opposition Est-Ouest. On est sur des logiques de pôles avec des puissances et des noyaux qui s'agrègent en fonction des intérêts communs des uns et des autres. Mais on n'est pas, effectivement, on n'est plus dans une logique de bloc total. Non, la Chine n'est pas le dirigeant de ces 26 pays. Un mot encore quand même du défilé militaire de demain. Alors on s'attend à des images très impressionnantes. Vous avez évoqué la photo de famille. Là, il y a vraiment aussi un message envoyé, avec peut-être une petite réécriture de la façon dont se sont véritablement passées les choses en 1945. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que certes, la Chine et le peuple chinois a perdu beaucoup de morts durant ce second conflit mondial, cette guerre, la guerre qui a duré longtemps en plus, la Seconde Guerre mondiale a démarré en 1931, elle s'est achevée en 1945. Mais c'est vrai qu'en Asie, ceux qui ont mis fin à ce conflit, c'est d'abord les États-Unis et aussi l'URSS qui est entré à la fin du conflit en guerre contre le Japon. Donc on va certainement assister à une tentative de réécriture de l'histoire, c'est indéniable. Oui, un Poutine qui est invité là, quand il n'était pas invité aux cérémonies côté européen, l'image bien sûr et le symbole est fort. Oui, c'était déjà fait. Moi, je regrette personnellement qu'on n'ait pas véritablement fait de grande célébration de la victoire sur le nazisme le 8 mai 2025, parce que Trump n'est pas venu, etc. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui, historiquement et politiquement, est extrêmement grave. Donc, il y a une grande carence de la part des Occidentaux aussi. Alors, que disent le nouveau discours, en fait, qui n'est pas tellement nouveau d'ailleurs, le discours chinois sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il est quand même plus fort aujourd'hui, ce discours, en fait, c'est pas du tout les États-Unis qui ont joué un rôle important. Alors, les Flying Tigers, l'aide sur la route de la coopération en Birmanie entre les troupes du Kuomintang et les États-Unis, la guerre du Pacifique, tout ça, ça n'existe pas. L'important, ça a été la résistance du Parti communiste chinois, qui s'est très peu battu contre les Japonais, et de l'Union soviétique. Alors, franchement, l'Union soviétique a déclaré la guerre après la capitulation de Hitler au Japon. Donc, le rôle qu'elle a joué à ce moment-là, c'est rien. Sinon, effectivement, d'entrer en Mandchourie et de déménager complètement toutes les usines chinoises vers l'Union soviétique. Et accessoirement, d'aider aussi le Parti communiste à prendre le pouvoir. Mais disons que ce nouveau récit est extrêmement important et il correspond à celui des Russes, ce récit. Parce que les Russes eux-mêmes disent, alors c'est vrai, l'Union soviétique a payé un très lourd tribut à la victoire contre le nazisme. On ne parle pas des erreurs et des erreurs stratégiques de Staline, c'est un autre discours, mais c'est vrai, c'est important. Mais alors maintenant, l'Union soviétique et la Chine ont été les principaux pays qui ont défait le fascisme. Et au fond, dans une certaine mesure, ce qui est sous-entendu, c'est les Américains, ils nous ont aidés, soi-disant, mais pour leurs intérêts personnels. Et en réalité, c'est le nouveau fascisme. Comme l'Ukraine, justement, est dirigée par des nazis,
au fond, selon dans le discours russe, et ben voilà, on continue la lutte de 1945. Voilà, l'histoire est écrite par ceux qui maîtrisent les compagnies d'impression. Ça vaut en Chine comme en Russie. Pour revenir à mon fil et ce qui se passe dans la tête de Xi Jinping aujourd'hui, une fois qu'on a évoqué cette séquence et ce poids symbolique et politique très fort, je le disais tout à l'heure, vu d'ici, ça fait un peu plus de 12 ans qu'il est président de la Chine, 13 je crois qu'il est premier secrétaire du Parti communiste. Et pourtant, on ne le connaît pas si bien, Xi Jinping, en tout cas intimement. À quoi c'est dû ? Est-ce que c'est ce culte de l'hyper-contrôle du Parti communiste qui appuie là-dessus ? Pourquoi on ne le connaît pas si bien, ce président ? Oui, effectivement, c'est un leader assez inconnu qui a pratiqué un enfermement, qui a incarné, et qui incarne encore aujourd'hui d'ailleurs, une pratique du pouvoir de plus en plus solitaire, puisqu'il a une concentration de ses pouvoirs. Il y a une expression qui revient souvent, c'est président de tout. Président évidemment du parti, président de l'État et président de l'armée via la commission militaire centrale. Donc c'est quelqu'un qui a verrouillé tous les espaces de pouvoir, placé des affidés au poste de contrôle de plus en plus, et qui a renforcé au fur et à mesure, avec les congrès, le 19e congrès en 2017, le 20e en 2022, renforcer effectivement son pouvoir en développant un culte de la personnalité qui, je crois, va au-delà même de ce qu'était le culte de la personnalité autour de Mao, puisque il y a tout un tas de... En plus, les réseaux sociaux, toute la viralité des réseaux sociaux aide à faire de Xi, effectivement, le papa Xi, comme on dit. Il y a même un culte de la personnalité qui s'est développé autour de sa femme, maman Peng. Donc on assiste effectivement là à un narratif comme ça, avec des qualificatifs aussi. On parle de grands leaders, on parle, je crois, de leaders éternels. Des choses qu'on n'a quasiment jamais vues, même au temps de Mao. Faut regarder du côté de la Corée du Nord. Donc tout ça a constitué une sorte de décors, de grandes fumées, et il y a assez peu de choses, effectivement, qui a filtré, en tout cas en Occident, sur ce leader. Je vois tiquer, oui, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment pas comparable au culte de Mao. Le culte de Mao était quelque chose qui était d'abord aussi largement ancré dans la population, même si ça a été entièrement manipulé par le parti, mais il y avait véritablement les gardes rouges en 1966, étaient vraiment fanatisés et étaient des adorateurs de Mao. Personne ne va descendre avec le livre sur la gouvernance de Xi Jinping. Mais l'époque a changé, les Chinois ont changé, le monde a changé. Voilà, l'époque a changé, les Chinois ont changé. Mais alors donc, il y a une tentative. Alors il y a eu la tentative de culte de la personnalité populiste, disons, qui est le début du règne de Xi Jinping, en 2012-2013. Alors, rappelons quand même que l'important, c'est secrétaire général du parti. J'en ai assez qu'on dise le président Xi, il faut dire le secrétaire général Xi, parce que sans le ne serait pas président. Et c'est lui-même qui l'a dit, le parti décide de tout, dirige tout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Donc lui, il est au centre du parti, en plus. Donc, mais pour revenir sur ce culte de la personnalité, au début, on a fait le culte de la personnalité un peu populiste. C'était l'homme près des masses. L'exemple, c'est il va manger des baozi avec son fils. Baozi, c'est des espèces de petites brioches dans une chaîne qui est à peu près l'équivalent de McDonald's, disons, et il prend un plateau de repas qui coûte 20 yuan. Quelle différence avec les président normal, la corruption, un secrétaire général normal. Un président normal. Et donc il y avait au début ça, et puis alors après c'est la période Poutine. C'est justement ce que disait Arnaud. Là, on met Pang Mama, Mama Pang, sa femme. Il y avait des chansons à la Poutine d'ailleurs, avec des jeunes filles qui chantaient Si Dada, c'est-à-dire Oncle Si. Et puis on disait Pang Dada, Si Dada. Maman Pang aime Papa Si ou Tonton Si, etc., etc. Ça, il y a eu. Et puis à partir du deuxième mandat, ça disparaît. On le voit partout. Il est très souvent en première page du quotidien du peuple. On n'arrête pas de parler de sa pensée, de ses discours. Et enfin, on a quand même, en 2020, l'introduction dans la charte du parti de sa pensée. La pensée Xi Jinping. Donc si vous avez la pensée Xi Jinping dans la charte du parti, ça veut dire qu'on ne peut pas s'opposer à Xi Jinping. Et Xi Jinping va
profiter. Alors, vous me dites, qu'est-ce que être dans la tête de Xi Jinping? En ce moment, il me semble qu'il est très paranoïaque. Vous voyez, on va voir encore son triomphe sur la scène internationale. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup moins clair. Alors, le culte de la personnalité, ça n'a pas pris. Alors, il y a des applications de la pensée de Xi Jinping, et tout cadre du parti, s'il veut être promu, doit connaître par cœur les citations de Xi Jinping. À l'Académie des sciences sociales, où moi j'ai travaillé pendant quelque temps, vous avez un centre d'études de la pensée de Xi Jinping, vous en avez dans toutes les universités, mais quand vous parlez avec les Chinois ordinaires, y compris les responsables de ces centres de la pensée de Xi Jinping, ils rigolent. Et personne n'y croit, hein. Je veux dire, donc... On va revenir dans un instant sur cette société chinoise qui change effectivement, mais juste est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud Vollerin pour dire que c'est un autocrate qui exerce le pouvoir seul? Ah ben tout à fait. Je veux dire, c'est pour ça que je parle de paranoïa. Il me semble qu'il en est au point de Staline sur la fin de sa vie. Et il n'a pas arrêté au cours des 3 dernières années de limoger des dirigeants qu'il avait promus. Ce qui est quand même un signe. Je veux dire, ça, c'est plutôt un signe de faiblesse qu'un signe de puissance. Alors, je vous pose la question. Alors c'est les deux. C'est évidemment un signe de puissance puisqu'il peut limoger n'importe qui, mais c'est un signe de faiblesse puisqu'il ne peut se fier à personne. Il y a eu des purges notamment récemment dans l'armée. Des purges dans l'armée. Alors l'armée a toujours été un endroit où il y avait beaucoup de corruption, mais c'est vrai que depuis que Xi est arrivé, il a énormément purgé l'armée. Et pourtant, c'est une armée qu'il a lui-même dès son premier mandat. Il a lui-même modernisé, projeté vers les mers, créé une force de missiles exprès, etc. Placer des hommes à lui. Et il y a eu, il y a 2 ans encore, on a eu une année où il y a eu 2 ministres de la Défense qui ont été d'un seul coup qui ont été démissionnés. On a eu aussi une période de flou comme ça dans le gouvernement entre guillemets chinois, avec l'absence et le départ du ministre des Affaires étrangères, qui a été finalement remplacé par Wang Yi, son prédécesseur, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui en fonction. Donc il y a au sein du pouvoir chinois, il y a beaucoup de purges, de gens qui ont été effectivement évincés. Et il y a toujours des spéculations. Il y avait encore d'ailleurs, c'était assez étonnant, je regardais, je faisais un article pour le journal et je regardais ce qui s'était passé les mois précédents. On a beaucoup parlé de Trump, on a beaucoup parlé de Modi, de Poutine bien sûr. Et on ne parlait plus du tout de Xi. Et en fait, effectivement, il y a eu ces derniers mois des spéculations sur son état de santé. Est-ce qu'il a eu un AVC? Est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État? On sait qu'il y a eu une réunion du Politburo à la fin du mois de juin pour appeler à exiger une sorte de plus grande collégialité dans la prise de décision. Au point que certains ont évoqué une espèce d'érosion d'affaiblissement un peu du pouvoir. Et puis d'un seul coup, paf, il ressurgit un peu comme ça, en grand ordonnateur du sommet de Tianjin. Donc c'est difficile, effectivement, à lire. On évoquait ces Chinois. Alors, je comprends de ce que vous dites qu'il a quand même resserré le contrôle sur cette société chinoise par rapport notamment à son prédécesseur Hu Jintao, contrairement à ce que son histoire aurait pu laisser penser et son début de mandat aurait pu laisser penser. Mais quid des Chinois? On le disait, la société a changé, l'époque a changé, cette Chine connaît... Les Chinois sont plus au courant du monde qu'il y a un demi-siècle. Quel est le rapport entre les Chinois et leur président? Alors, si vous voulez, il faut leur premier secrétaire. Bon. Secrétaire général, pardon. Il faut voir que la presse qui avait... À la fin du mandat de Hu Jintao, il y avait une certaine incapacité à contrôler l'ensemble de la société civile, etc. Et donc, c'est apparu à Xi Jinping comme un grand danger, comme le danger de suivre la route de l'Union soviétique. Dans ces conditions, on a immédiatement repris en main la presse, y compris, vous savez, il n'y avait pas une presse libre en Chine, mais il y avait dans les tabloïds la volonté d'être responsable de ses profits et pertes, donc de faire de l'argent, et donc de trouver, de découvrir, de dénoncer des scandales. On voyait ça beaucoup dans la presse, et puis alors encore plus sur Internet. Alors il y a eu une reprise en main très forte d'Internet au moyen de nouvelles lois. Alors ça, c'est le côté stalinien de Xi Jinping. C'est-à-dire que on prend des lois, on fait des lois. À chaque fois qu'il y a un problème, il y avait des organisations non gouvernementales qui se développaient. On fait une loi sur les ONG, qui est copiée d'ailleurs sur celle de Poutine, dans laquelle les ONG doivent s'inscrire auprès du ministère de la Sécurité. Au moins, c'est clair. Développement du contrôle social, ça, tout le monde le sait. Je ne vais pas reparler des communautés caméras de surveillance, etc. Donc, cette modernisation du système de contrôle social et la remise en œuvre de ce système de contrôle social est aussi un élément très important. Et puis, il y a le Covid. Alors, le Covid,
c'est un moyen encore de renforcer le contrôle sur la société. Vous avez les gens, les gardes blancs, comme on les appelait, qui viennent dans les immeubles, qui obligent les gens à se faire vacciner, qui les emmènent dans des centres j'allais dire de rétention, mais des centres où ils doivent se faire vacciner, qui les contraignent à l'isolement, ce qui aboutit à l'incendie de la rue d'Urumqi, où meurent beaucoup de gens, et aux protestations de novembre 2022 contre le Parti communiste. Donc, à partir de 2022 le déconfinement s'est fait d'une façon incroyable, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc, lorsqu'il était une maladie extrêmement grave, tout d'un coup, c'était plus rien. Ce qui a fait dire à certains que Xi avait un peu écouté la rue à ce moment-là. Oui, on va peut-être. Oui, alors maintenant, est-ce qu'il a écouté la rue ou pas? Sans doute. Il y a eu sans doute des informations qui venaient, qui disaient que ça devenait de plus en plus difficile à contrôler. Mais cette volte-face immédiate a véritablement créé un traumatisme dans la société chinoise, en tout cas dans la société urbaine qui aujourd'hui, rappelons-le, représente 60% de la population. On n'est plus dans la Chine de 78. Et les gens n'ont pas confiance dans les décisions du parti, parce qu'on ne le croit pas, parce qu'on l'a vu de ses yeux. Ajoutez à cela une situation économique qui est très difficile, notamment. N'allez pas trop vite. On a donc un certain mécontentement dans la société chinoise. Mais il n'a pas de canaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas comme si on demandait aux Chinois vraiment leur avis. Un parti unique, pas de liberté d'expression, Internet contrôlé. Est-ce qu'il y a un espace de possibilité d'expression de l'opposition en Chine continentale aujourd'hui? Difficile. Alors, peut-être Arnaud d'un mot. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle possibilité de tous les gens qui, effectivement, Jean-Philippe l'a rappelé, il y a eu tout un arsenal législatif qui a été mis en place pour faire taire non seulement les journalistes, bien sûr, mais également les avocats, les ONG, et avec c'est un régime qui a laissé mourir en détention quand même un prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo. Voilà, donc il n'y a aucune considération pour l'expression d'une voix dissonante. C'est quand même très, très limité. C'est peut-être dans les régions où les choses sont peut-être moins bien contrôlées et peuvent peut-être plus s'exprimer. Oui, Jean-Philippe Mélan. Oui, alors, non, je crois effectivement que c'est très difficile, mais on a vu quand même qu'il y a toujours des espaces dans les contrôles absolus. Il n'y a pas de contrôle absolu qui existe. Les humains sont toujours des humains et ils trouvent toujours un moyen de s'exprimer. On l'a vu en novembre 2022. Alors, vous me direz, c'était un feu de paille, mais ça s'est déroulé dans 15 villes ou 20 villes au même moment. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire que l'information circule, les mots d'ordre circulent. Je vais vous donner un tout petit exemple qui est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout politique, et c'est pas de l'opposition politique. C'était au mois d'avril, au mois de février, il y a eu un mot d'ordre sur les réseaux sociaux qui était « Allons manger des baozi », donc des petites brioches, à Kaifeng, qui est une ville qui est située à 1000 km de Pékin. Et au bout d'un mois, les premiers week-ends, vous avez eu des milliers de personnes qui venaient à Kaifeng pour manger des baozi. Et puis, ça s'est répandu dans les universités, et on a vu, un certain week-end, plus de 200 000 personnes aller à Zhengzhou, capitale du Henan, prendre leur vélo pour aller manger des baozi à Kaifeng. Vous direz qu'il ne s'agissait pas de tourisme gastronomique. Il ne s'agit pas du tout d'un mouvement politique. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que une partie de la jeunesse en a assez de ce genre de choses. On a assez de ce contrôle total, et donc on décide d'aller à Kaifeng sans demander l'avis à personne, ni à l'université, ni à ses parents, ni à rien. Un autre aspect qui est très important, c'est ce qu'on appelle tramping, c'est-à-dire tramping, ça veut dire s'étendre et ne rien faire. Refuser de participer à la course à l'échalote. Or, vous savez que le miracle chinois, il est quand même fondé sur la force de travail incroyable de la population chinoise, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des non-mingong, c'est-à-dire des soutiers du miracle, ou bien des étudiants qui travaillent tout le temps pour avoir... aujourd'hui, alors je ne suis pas en train de dire que c'est un mouvement de masse, mais c'est un mouvement significatif. Un grand nombre de gens disent non. On n'en veut plus. De toute façon, on ne trouvera pas de boulot, donc c'est pas la peine. On va plus rien faire. Et ça, c'est terrible. Parce que quand on veut mobiliser la population,
vous vous trouvez face à un Ça s'est mur. exprimé avant le Covid et surtout après le Covid, effectivement, ce mouvement de ras-le-bol chez les jeunes qui était ras-le-bol, effectivement, dans cette société de consommation. Arnaud Vollerin, ce président, ce patron du parti communiste qui n'a pas d'opposition, qui a tous les pouvoirs, qui a, je crois, fait sauter la limitation des mandats présidentiels, qui donc théoriquement peut rester président encore jusqu'à ce que Dieu lui prête vie. A-t-il une épine dans le pied quelque part? Est-ce que la situation économique de la Chine peut être son talon d'Achille? Oui, il y a effectivement une crise économique qui est là, patente depuis plusieurs années maintenant, depuis un ralentissement qui est réel, de la croissance, on l'a vu. Qui n'est plus une croissance à 2 chiffres comme on l'a connu dans les années de Jiang Zemin et Hu Jintao, même avec Deng Xiaoping. Donc croissance qui ralentit, une crise immobilière qui est réelle. Il y a eu un boom de la construction pendant des années et on se rend compte que c'est effectivement une bulle qui n'a pas encore explosé mais qui pourrait exploser. Il y a un problème aussi d'endettement massif des collectivités locales qui fragilise bien évidemment les finances du régime. Et puis il y a des problèmes plus structurels. Je pense au problème des retraites. C'est une société qui vieillit très vite, avec la politique, les conséquences de l'enfant unique. Donc c'est une population qui vieillit très vite, avec un taux de renouvellement de natalité très faible. Et donc c'est un pays qui, dans les années qui viennent, va perdre des dizaines de millions de personnes qui vont tout simplement décéder du fait du grand âge. Donc c'est un pays qui est en train effectivement de ralentir démographiquement. Et ça pose évidemment, dans les années qui viennent, ça va poser énormément de problèmes sur les comptes sociaux, la stabilité. Jean-Philippe en parlait effectivement sur la place qu'on réserve ou pas à cette jeunesse, sachant que les coûts de la politique sociale vont augmenter avec le problème des retraites et du vieillissement de la population. Donc il y a des défis qui sont effectivement colossaux face à que Xi Jinping doit affronter. Le vieillissement de la Chine, ça n'est pas un petit sujet. Non, c'est un sujet absolument. À la fin du siècle, ils vont perdre la moitié de la population d'ici 2100 à peu près. Donc la moitié de la population. C'est autour de 700 millions si je ne me trompe pas. 700 millions en 2100. Si rien ne change. Si rien ne change. Oui. Alors il y a une forte propagande pour relancer la natalité, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est trop cher d'élever des enfants. C'est un phénomène qui est répandu dans toute l'Asie orientale. Voilà. On a vu ça d'abord au Japon, puis en Corée du Sud et aujourd'hui à Taïwan, c'est pareil. Donc ça, c'est effectivement un problème structurel. Que ce soit Xi Jinping ou d'autres, tout le monde devra y faire face. Vieillissement de la population, ça veut dire augmentation du coût des retraites et de moins en moins de gens pour cotiser. Donc effectivement, un problème central. Alors, est-ce que c'est une crise économique, une crise sociale, une crise économique, disons, menace directement le pouvoir de Xi Jinping? Je ne crois pas. Il faut qu'il y ait des relais. Il faut qu'il y ait des moyens d'expression dans la société. Et il faut qu'il y ait aussi des relais à l'intérieur du parti. Est-ce qu'il est comme un seul homme, ce parti aujourd'hui? Est-ce que la menace ne viendrait pas de l'intérieur du parti? Il faut quand même voir que Xi Jinping est certes un grand leader, mais c'est pas Mao, quand même. Et Mao avait la lutte entre les deux lignes au sein du parti. Il avait des opposants au sein du parti. Il avait essayé de s'en débarrasser, mais il en a toujours eu. Et que ce soit Liu Shaoqi, puis Lin Biao, il y a toujours eu des... Le parti ne peut pas être monolithique. Plus il se présente comme monolithique, plus il se présente comme uni derrière son grand leader, moins il l'est. Le problème est que si, dans ce sens-là, règne par la terreur. C'est-à-dire que il a promu essentiellement des affidés lors du 20e congrès, le comité permanent du bureau politique, l'organe suprême du pouvoir en Chine, c'est entièrement des gens qui lui sont théoriquement totalement dévoués. Ils lui doivent tout. Mais quand on voit la manière dont il limoge un certain nombre de gens qu'il avait promus, on se demande si il est véritablement si sûr. Donc je crois qu'il est très peu sûr de lui. Plus on affiche, vous savez, il y a un des slogans, c'est les 4 confiance en soi. Plus on a de confiance en soi, plus on affiche de confiance en soi, moins on a de confiance en soi. Ça, tous les Chinois le savent. Quand le quotidien du peuple donne un grand slogan, on dit « Oh là là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. » Donc s'il y a des confiances en soi, ça veut dire qu'il n'est pas tellement confiant. Mais est-ce qu'il y a
comme disait Xi Jinping lui-même quand il parlait de l'Union soviétique, il a dit « On n'a pas trouvé un véritable macho pour se lever et s'opposer à la dissolution de l'Union soviétique. » La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va trouver un véritable macho pour prendre la parole contre Xi Jinping? Aujourd'hui, on ne le voit pas. Est-ce qu'à l'intérieur du parti, il y a du mécontentement? Énormément. Est-ce qu'au sommet du parti, il y a du mécontentement? Bien sûr, parce que les gens ont peur. Je parlais du phénomène de trampling, de s'allonger, de ne rien faire. Mais vous voyez ça à tous les niveaux. Les cadres provinciaux, même les membres du comité central, de peur de commettre des erreurs et de se retrouver face à la commission de contrôle de la corruption et d'être condamnés, ils préfèrent ne rien faire. Donc ça, c'est aussi un problème au niveau de l'initiative de la société qui, rappelons-le, a joué un rôle essentiel dans ce qu'est le miracle économique chinois. Les écueils sont très nombreux, mais est-ce que Xi Jinping pourrait tomber demain, comme il peut rester encore 20 ans au pouvoir. Je ne sais pas, il est quand même pas tout jeune. Il est de 53, il a 72 ans. Mais Xi Jinping pourrait tomber demain. On est quand même à des années-lumière d'imaginer un autre régime à la tête de la Chine. Donc il pourrait être remplacé demain, dans 10 ans, par un semblable. Ah oui, tout à fait, oui. Je pense que la machine peut encore tenir pour promouvoir quelqu'un d'autre. Je crois que... non. Oui, enfin, il pourrait être remplacé par un nouveau secrétaire général du Parti communiste. Je pense qu'il aurait une politique différente. Si on s'en tient à l'histoire, que ce soit l'histoire du Parti communiste de l'Union soviétique ou l'histoire du Parti communiste chinois, chaque fois qu'un dirigeant puissant, enfin disons, qu'un grand autocrate est mort ou a perdu le pouvoir, on a eu une politique très différente. Si vous regardez Deng Xiaoping à la suite de Mao Tse-tung, il prend quand même le contre-pied, en tout cas au niveau de la politique économique et de la politique sociale, de ce qu'avait fait Mao. Pas au niveau du contrôle du parti, mais c'est un autre contrôle du parti. Donc moi je pense que si était renversé ou si il mourait un de ces jours, je crois que la succession serait à la recherche d'un nouveau compromis avec la société et avec l'ensemble du parti. Et une plus grande collégialité dans la collégialité, comme c'est toujours le cas, mais surtout parce que ce parti, sous son apparence de grande unité, de grande unanimité, est traversé par de profondes contradictions. Donc pour reprendre Arnaud Vollerin, ma question initiale, il y a dans la tête de Xi Jinping certes un satisfecit, en tout cas sur les derniers jours, après des mois effectivement où il avait un peu disparu de la sphère médiatique, mais aussi un peu d'inquiétude. Oui, enfin, il y a une inquiétude parce que effectivement, on le disait tout à l'heure, les incertitudes économiques, les défis structurels auxquels la Chine fait face, est-ce que le pouvoir ne sera pas un jour tenté pour faire une diversion, pour tenter d'unir la population autour de son leader, de se lancer sur une aventure à l'extérieur, et bien évidemment on pense à Taïwan. Alors, personne ici n'est capable de lire dans le noir de café, enfin je pense pas. Mais sur Taïwan, on peut en dire deux mots parce qu'on l'a évoqué rapidement et vous avez travaillé sur le sujet. Quelle est sa ligne aujourd'hui, clairement? Il s'inscrit dans le droit fil de tous les dirigeants chinois qui aident effectivement de reconquérir Taïwan, qu'ils ont perdu depuis 1949 quand... le parti du Kuomintang s'est installé sur l'île, il y a cette volonté effectivement de reconquérir Taïwan, qu'il considère comme une province à passer sous la bannière communiste. Et il y a des projets. On sait qu'il y a eu des déclarations fréquentes de Xi Jinping de dire que ce problème de Taïwan, comme il disait, la question de Taïwan devrait être résolue par sa génération. Donc on sait qu'il a 72 ans. Il ne va pas être là pendant encore 50 ou 60 ans. Donc c'est quelque chose qui potentiellement peut être mis sur la table dans les prochaines années. Et c'est effectivement dans cet esprit-là qu'il a développé une armée. Il a plusieurs fois dit que cette armée devait être opérationnelle pour 2027. 2027, c'est pas si loin et ça correspondra au 100e anniversaire de la création justement de l'armée populaire de libération. Donc voilà, les stratèges, les experts brandissent un peu cette menace en disant que 2027, potentiellement, l'APL peut prendre le contrôle de Taïwan, mais c'est un défi qui est très compliqué. On parlait des débats dans la société. Est-ce que les Chinois seront prêts à aller se battre pour Taïwan? Est-ce que les familles qui ont très souvent eu qu'un seul enfant seraient prêts à envoyer leur fils se battre pour Taïwan et potentiellement mourir? C'est une vraie question. Le débat est évidemment pas tranché. Et puis le risque d'escalade, bien sûr, avec les États-Unis, Taïwan pour l'instant. Et les alliés de la région. Et on est dans le discours.
Oui, bien sûr. Mais non, pas seulement le discours, parce qu'il y a toutes les activités souterraines qui sont très importantes à Taïwan. Donc il y a beaucoup d'infiltration et d'action, disons, des agents du Parti communiste à Taïwan. Je crois qu'ils comptent d'ailleurs beaucoup plus là-dessus que sur une opération militaire. L'opération militaire, moi je crois qu'elle serait possible si Xi Jinping se considérait comme acculé dans la politique intérieure chinoise. Et ce serait pour lui la seule possibilité de rétablir sa légitimité. Autrement, en toute logique, mais en février 2022, je ne pensais pas que Poutine envahirait l'Ukraine. Donc, vous pourrez juger mes prévisions à cette aune. Eh bien, dans la tête de Vladimir Poutine, ça sera le sujet de notre prochaine émission de cette série. Merci pour la transition. Merci infiniment à tous les deux d'être venus ce matin sur ce plateau. Arnaud Vollerin, je rappelle le titre de votre dernier livre, Taïwan, la présidente et la guerre, qui est sorti chez Novice. Je signale à ce propos un numéro du magazine 1, Xi Jinping, le nouveau maître du monde, qui est disponible sur Internet. Questions posées. Merci beaucoup, Jean-Philippe Béja, d'être venu sur ce plateau, directeur de recherche émérite au CNRS. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast si le cœur vous en dit.